Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, je vous présente le jeu Seven Wonders Architect. Donc tout d'abord, un grand merci à Repose Production qui m'a envoyé une boîte de Seven Wonders Architect. Je sais, je suis très en retard par rapport aux autres YouTubers, mais on a eu des problèmes avec l'envoi. Donc voilà, comme on dit en anglais, better late than never. Ce qui en français veut dire c'est toujours bon un café latte. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous n'allez pas manquer les prochaines vidéos. Puis si vous voulez soutenir la chaîne, allez sur la page Patreon, comme ces personnes l'ont fait, donc je les remercie énormément. Ça m'aide beaucoup parce que ça coûte cher entretenir une chaîne YouTube, je vous le dis tout de suite. Donc on va commencer par regarder la mise en place de Seven Wonders Architect. Ensuite on va regarder comment jouer et puis on va finir par répondre à la fameuse question, on joue-tu à ça Seven Wonders Architect? Donc pour la mise en place, c'est très simple. Vous allez prendre la pioche centrale, donc celle avec le point d'interrogation, la mettre au centre de tous les joueurs. Ensuite, vous allez prendre tous les jetons scientifiques et puis vous allez les placer, bien sûr les mélanger si ce n'est pas votre première partie. Ensuite, vous allez retourner les trois premiers jetons comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre un nombre de jetons de conflit, donc ceux avec la colombe et le guerrier. Donc, vous allez en prendre un nombre dépendamment du nombre de joueurs que vous êtes. Donc, à 2 ou 3 joueurs, on va en prendre 3. À 4, on va en prendre 4. À 5, on va en prendre 5. Et puis si on est 6 ou 7, on va toutes les mettre. Comme je suis en train de mettre en place une partie à 3 joueurs, on va prendre 3 jetons, les placer au centre de la table, puis on va s'assurer que la face colombe soit levée. Ensuite, vous pouvez faire une petite réserve de jetons de points de victoire militaires que vous pouvez placer au centre de la table. Ensuite, chaque joueur va prendre son coffret avec sa merveille dedans, va l'ouvrir et puis va sortir toutes les pièces qui sont dedans, comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, les merveilles sont retournées donc face construction. Ils sont en construction. Assurez-vous que ce soit le cas pour tous les joueurs. Ensuite, vous allez prendre la pioche avec votre merveille dessus. Vous allez vous assurer de bien mélanger les cartes et vous allez les placer à votre gauche, donc entre vous et le joueur de gauche. Puis vous allez placer les cartes face visible comme ceci. Donc, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de donner le jeton chat qui va déterminer le premier joueur. Donc, à vous de voir comment vous voulez. Vous pouvez le donner au joueur le plus jeune. C'est toujours plus simple. Et comme ça, vous êtes prêt à commencer votre première partie de Seven Wonders Architect. Vous allez voir que le déroulement de la partie est très simple. À votre tour, vous avez 3 options. Vous allez soit prendre une carte, donc si moi je suis le joueur ici, donc le joueur qui a la merveille de Rod, donc je serais placé un peu comme ceci. Donc, j'ai 3 choix. Soit je vais prendre une carte qui est à ma gauche, soit je vais prendre une carte qui est à ma droite, ou je vais prendre une carte cachée à la pioche centrale. Donc, celle-ci, c'est un peu au hasard, je ne saurais pas ce que je vais prendre. Mais si je la prends, sachez que je dois la prendre. Je ne peux pas dire « Ah non, finalement, je préfère ce qui était à gauche ». Une fois que vous prenez une carte, vous la placez à côté de votre merveille, et puis c'est au prochain joueur. Et puis on continue comme ça jusqu'à ce que quelqu'un gagne la partie. Comment est-ce qu'on va gagner la partie? C'est aussitôt qu'un joueur retourne la dernière étape de sa merveille, donc que sa merveille elle soit totalement construite. Il n'y a pas question de finir le tour en cours. On finit immédiatement et puis on compte les points. Avant d'aller plus loin dans les explications, je pense que c'est important de regarder les différentes cartes que vous allez retrouver dans Seven Wonders Architect. Ceux d'entre vous qui connaissez bien l'univers Seven Wonders, vous allez reconnaître beaucoup de ces symboles-là. Par exemple, donc on a 5 symboles ressources qui sont toutes ici des cartes grises. Regardons l'effet des cartes grises. C'est très simple. Aussitôt que vous avez les ressources requises pour construire une étape de votre merveille, vous êtes obligé de le faire. Comment est-ce qu'on peut savoir si on a les ressources requises? C'est très simple. Vous avez sur vos merveilles toujours un symbole égal avec un numéro ou un symbole pas égal avec un numéro. Donc, dans ce cas-ci, si je veux construire la première étape de ma merveille, j'ai 2 choix. Parce qu'avec Rod, il y a 2 premières étapes, parce que sachez qu'il faut toujours les construire, bien sûr, en montant. On ne peut pas faire celle au-dessus avant de faire ceux en dessous. Donc moi, j'aurais le choix de soit créer celle-ci qui me demande d'avoir 2 ressources identiques, peu importe laquelle, ou 2 ressources séparées, donc qui ne sont pas identiques. Donc dans ce cas-ci, c'est ce que j'ai. Moi, j'ai 2 ressources qui ne sont pas identiques. Donc je devrais jeter ces cartes-là dans la défausse et puis retourner cette étape-ci de la merveille. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, j'ai ce qu'il faut pour cette étape de la merveille. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai 4 points à la fin de la partie. Tous les autres, s'ils ne sont pas construits, on n'a pas les bonus qui sont écrits dessus. Donc, c'est très important de faire cette distinction, contrairement à toutes les autres versions de Seven Wonders. Ici, quand on construit, on jette les cartes. On ne va pas les garder pour dire à partir de maintenant, je construis une de ces ressources-là. Non, on va les jeter. Et puis, encore une fois, on est obligé. On ne peut pas les accumuler pour plus tard. Donc, ça, c'est comme ça qu'on utilise les ressources grises. C'est pas plus compliqué que ça. Sachez, je vais aussi tout de suite vous expliquer les ressources d'or. Donc, les cartes jaunes, c'est simplement une ressource de votre choix. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, l'or pour dire
que ceci c'est un bois, donc c'est deux ressources différentes, ou de dire que c'est aussi une fiole de verre pour pouvoir l'utiliser comme ces deux ressources identiques. Ensuite, on a les 3 cartes de symboles scientifiques. Tout simplement, aussitôt qu'on a 3 cartes avec un symbole scientifique différent, on peut les défausser les 3 pour venir prendre un jeton de progrès scientifique. On a toujours le choix entre les 3 qui sont disponibles face visible ou d'essayer de prendre une chance avec celui qui est face cachée. Encore une fois, si on prend sur la pioche face cachée, on est obligé de le garder. On ne peut pas dire « Oh non, finalement, je voulais un des 3 autres ». Pour ce qui est des points de victoire, les cartes bleues, très simple. Vous prenez cette carte-là. À la fin, elle vous rapporte 3 points. Si vous prenez celle avec le chat, ça veut dire que vous devez prendre le jeton avec le chat dessus. Vous allez le voler au joueur qui l'avait. Et puis, celui qui détiendra le chat à la fin de la partie fera 2 points de victoire. Mais encore plus important, si vous réussissez à garder le chat pour un tour complet, à votre tour, vous avez le droit de prendre la première carte sur la pioche centrale, la regarder avant de décider ce que vous voulez faire, donc entre vos 3 choix de cartes. Donc, ça peut être assez utile. Maintenant, on a 3 types de cartes d'armée différentes. Donc, un avec un bouclier et une corne, et un avec un bouclier et 2 cornes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces symboles-là? Bien, tout simplement, vous faites toujours un bouclier quand vous prenez cette carte-là avec vous, mais la seule petite distinction, c'est les cornes. Quand vous voyez une corne, vous allez prendre un des symboles, donc avec la colombe dessus, et vous allez la retourner. Donc, si vous avez une carte avec 2 cornes dessus, vous allez retourner 2 des colombes. Sachez que dans les règles, on nous spécifie que si vous retournez un jeton, donc depuis la face colombe à la face guerre, il faut bien sûr faire le bruit de la corne, donc sachez que si je devais retourner 2 jetons colombes et puis qu'il n'y en avait que un, ben tant pis, il n'y en aura que un qui sera retourné. Donc, qu'est-ce que ça fait une fois que tous nos jetons colombes sont retournés sur la face guerre? C'est très simple, on va tout de suite arrêter tout ce qu'on fait et puis on va regarder, on va comparer avec nos voisins de gauche et droite, comme dans Seven Wonders, regarder qui a le plus de boucliers d'armée. Dans ce cas-ci, les cornes n'ont aucune valeur, ça veut dire qu'ils valent simplement tous un bouclier. Donc, on va comparer avec nos voisins. Aussitôt que ça c'est fait, si vous gagnez, exemple, le combat avec votre voisin de gauche, vous allez prendre un jeton, 3 points de victoire, et puis le placer dans votre petite réserve. Si je gagne aussi avec mon voisin de droite, ben, je vais m'en faire 2. Contrairement à Seven Wonders, quand on perd un combat, on ne va pas perdre des points de victoire. Par contre, on n'aura pas accès aux jetons de 3 points de victoire. Une fois qu'on a résolu les combats de tous les joueurs, on va défausser toutes les cartes qui ont une corne dessus. Puis on va garder simplement ceux avec un bouclier. Donc, c'est un peu les cartes les plus fortes dans les cartes rouges. C'est ceux qui n'ont pas de corne parce qu'on peut les garder, les accumuler pendant la partie. Donc voilà, ça c'est pour tous les types de cartes que vous pouvez avoir dans le jeu. Donc c'est comme ça qu'on joue à Seven Wonders Architect. C'est pas plus compliqué que ça. Sachez que chaque merveille a une spécificité. Donc il y a un petit bonus qui est propre à cette merveille-là, qui est expliqué sur la boîte, sur le petit boîtier, le petit coffret ici. Mais par exemple, je peux déjà vous expliquer la mienne, qui est donc Rod. Il y a certaines étapes de ma merveille qui vont me donner un bouclier qui va rester. Donc ça veut dire que c'est sûr que la merveille de Rod va être plus forte en guerre que les autres. La majorité des merveilles, je vous laisse encore découvrir ça par vous-même, mais la majorité va vous permettre au moment de construire cette étape de votre merveille, va vous permettre de prendre une carte soit à gauche, soit à droite, soit dans la pioche centrale. Donc, comme je l'ai déjà dit, la partie va se terminer aussitôt qu'un joueur termine la dernière étape de sa merveille. On va arrêter les points. On va compter d'abord tous les points qu'on a sur nos étapes construites de notre merveille. Si vous n'avez pas réussi à finir une étape, vous n'avez pas accès à ces points-là. En plus de ça, on va prendre tous les points qu'on a gagnés au combat. On va regarder aussi si on a des points sur les jetons scientifiques. Il y a certains jetons scientifiques qui nous donnent des points. Et à la fin, on va compter aussi les cartes bleues qu'on a accumulées. Et si on a le petit chat à la fin de la partie, ça nous donne 2 points. Le joueur qui a le plus de points a gagné la partie. 2 petits points que je voulais clarifier avec vous, parce que c'est arrivé pendant mes parties. Exemple, dans ce cas-ci, si ça c'est la merveille que j'ai à construire, la prochaine étape me demande d'avoir 3 ressources identiques. Et puis ça, ce serait les ressources que j'ai dans ma réserve, donc en main. En ce moment, comme vous voyez, la dernière étape de la merveille demande que j'aille 4 ressources différentes. Je les ai, par contre, je suis bloqué par le fait d'avoir 3 ressources identiques ici. Exemple, c'est mon tour, je prends cette ressource-ci qui me permet d'avoir 3 ressources identiques. Donc, je défausse ces 3 cartes-là. Je retourne cette partie de ma merveille. Comme vous voyez, j'ai déjà mes cartes ressources différentes. Je peux immédiatement les retourner et finir la partie. Donc, ça veut dire qu'on peut construire plusieurs étapes de notre merveille dans le même tour. Deuxième petite chose aussi, si à un certain moment, je pioche une carte et c'est la dernière de cette pioche-là, il n'y a pas question de re-remplir cette pioche-là. Ça veut dire que vous n'avez plus accès aux cartes qui sont là. Même chose pour la pioche centrale. Si tous les joueurs l'épuisent, c'est qu'à partir de maintenant, on ne peut que piocher dans les pioches de gauche ou de droite. Donc voilà, vous savez maintenant comment jouer à Seven Wonders Architect.
Donc maintenant, c'est le temps de répondre à la fameuse question, on joue-tu à ça, Seven Wonders Architect? Tout d'abord, je vais vous dire que Seven Wonders, le jeu de base, donc l'original, je ne l'ai pas dans ma ludothèque. Je l'avais quand j'étais au Canada, mais je ne l'ai pas remplacé depuis que je suis déménagé en Suisse. J'ai bien sûr la version Duel que je préfère. J'adore la version Seven Wonders Duel. J'ai les 2 extensions. Je joue très souvent, donc je suis très fan de cet univers-ci. Quand j'ai vu l'annonce de la sortie de Seven Wonders Architect, j'avoue que j'étais pas la personne la plus excitée, mais je vous avoue que j'ai été agréablement surpris par Seven Wonders Architect. J'ai eu la chance de faire une partie à 7 joueurs, et puis j'ai fait 2 autres parties, donc avec un groupe de 4 joueurs, et puis tout le monde a adoré cette expérience-là. Parmi toutes les personnes qui ont joué avec moi à Seven Wonders, il y en avait un qui était très fan de Seven Wonders, puis qui disait « Ouais, mais c'est pas aussi bon que Seven Wonders. » Déjà là, il y a un problème, il ne faut pas s'attendre à ce que ce jeu-là va vous charmer de la même façon que Seven Wonders le fait. Si vous avez toutes les extensions, comme je l'ai dit, ça ne va pas remplacer le jeu dans votre ludothèque. Par contre, si vous voulez mon avis, je trouve que celui-ci se joue beaucoup mieux à 7. La partie qu'on a fait à 7 joueurs, même avec l'explication des règles, je pense qu'on a fait en 30-40 minutes, ça a été très vite parce que le choix est très simple. Vous avez 3 options, soit la carte de gauche, de droite ou en face de vous. Vous n'avez pas le truc de drafting des cartes où tu as une personne qui va demander « Mais c'est quoi cette carte-là? C'est quoi que ça fait? » Donc, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus dynamique et puis franchement, je l'ai préféré à 7 celui-ci que Seven Wonders. Après, si vous cherchez un jeu qui est riche en stratégie et puis que vous pouvez rejouer et puis développer votre stratégie, c'est clairement pas ce jeu-là qui va le faire. Après, je pense que ça n'a jamais été l'intention des créateurs de faire un autre Seven Wonders plus compliqué. Ici, on a vraiment essayé de rendre ça accessible à tous et puis ils ont vraiment réussi. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, le fait d'avoir des cartes ressources maintenant qui vont se dépenser, donc vraiment comme de la monnaie, ça change beaucoup la donne sur Seven Wonders parce que, comme je l'ai déjà dit au passé, c'est une des choses les plus compliquées à comprendre de Seven Wonders, le jeu original. Le fait d'avoir des ressources et puis qu'on dise, exemple, à partir de maintenant, tu produis une pierre. Mais quand tu prends une carte qui coûte une pierre, tu ne vas pas perdre cette carte-là. J'avoue que dans le passé, quand j'ai eu expliqué ces règles-là, c'est pas la chose la plus facile à comprendre. Donc, le fait qu'on ait enlevé ça dans Seven Wonders, c'est tout ce que ça prend pour le rendre plus accessible. Et puis, pour finir ma critique, vous savez à quel point j'adore des jeux qui sont bien réfléchis, qui sont bien designés. Alors ici, chapeau, parce que les petits compartiments qu'on va mettre nos ressources dedans, ça fait que la mise en place est beaucoup plus rapide. On ne va pas perdre du temps à essayer de tout trier les cartes. C'est déjà fait. Vous pouvez simplement placer les plateaux, sortir pour chaque joueur, et puis on est déjà prêt à partir. Donc voilà, puis en plus d'avoir les merveilles pour de vrai cette fois-ci, de vraiment les avoir puis les construire. En plus, ils sont magnifiquement illustrés. Donc moi qui n'ai pas d'enfants, j'imagine que si j'en avais, ça serait quelque chose qui les attirerait sûrement plus que Seven Wonders. Donc je peux comprendre qu'on vende ça comme un jeu familial. Donc voici ma critique finale de Seven Wonders Architect. Je pense que les personnes qui vont être les plus déçues par ce jeu-là, c'est justement les gens qui seront méga fans de Seven Wonders et puis de toutes les extensions Armada et tout, parce que vous allez penser qu'il manque quelque chose. Mais si vous cherchez un jeu qui est très accessible, qui a des petits côtés stratégiques et puis surtout qui se joue très bien à beaucoup de joueurs, alors Seven Wonders Architect, je vous le conseille fortement. C'est tout pour moi cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de